le cours d'aujourd'hui en montrant comment on va utiliser tout ça. Donc à la fois les objets et puis le format de fichier JSON, de notation des objets en JavaScript, pour finalement récupérer des données qui viennent d'autres sites web. En fait, c'est ce type d'interaction, de code, c'est vraiment beaucoup développé, disons, dans les 10 dernières années. Donc c'est ce qu'on appelle les web services en anglais ou services web. Tout ça est fondé sur des outils qu'on appelle des API, en anglais Application Programming Interface, donc des interfaces de programmation d'applications. Et donc, vous voyez, quelque chose qui est une interface, c'est qu'elle est entre deux autres choses. Et bien en fait, elle est entre deux applications, cette API. C'est une application web qui va demander des données à une autre application web pour les récupérer. Alors des fois, on utilise aussi des API, enfin le terme API pour dire des bibliothèques. Genre, vous allez utiliser l'API Bootstrap ou l'API jQuery. Parce que, en un sens, quand vous appelez le code de la bibliothèque jQuery, ben, ça fait un peu le lien, vous voyez, votre appel il se trouve entre votre site et puis bah, le serveur extérieur qui héberge la bibliothèque jQuery. Et en tout cas, il se situe aussi entre votre code et toutes les fonctions jQuery qui ont été programmées par une autre personne dans la bibliothèque jQuery. En tout cas, donc voilà, l'idée c'est de faire le lien entre deux applications. Une qui existe sur un autre serveur, typiquement. Par exemple, le site web IMDb qui a plein d'informations rentrées de manière collaborative sur le cinéma. Et puis, l'application web que vous êtes en train de créer. Donc, par exemple, votre propre site de cinéma. Ou même une application mobile, vous voyez, quelque chose qui va être sur votre téléphone. En tout cas, ce sera sur votre propre serveur ou sur votre propre client, sur votre navigateur, que l'application web va être exécutée. Je voulais peut-être préciser que, oui, vous donner des exemples de cet essor du web des données. Typiquement, voilà, l'application Google Docs, elle héberge des données sur le serveur de Google, et puis bah, en permanence, sur votre navigateur, vous avez des appels qui sont faits sans recharger la page pour récupérer en JavaScript les données qui sont sur les serveurs de Google. Et donc, bah, forcément, il y a des API qui sont utilisées pour cela. Voilà, autre exemple peut-être, bah, justement tous ces sites qui donnent des données ouvertes. Je vous ai mis des API, donc l'API OMDB qui interroge le site IMDB pour les infos sur le cinéma, l'API de la Bibliothèque nationale de France, en tout cas celle que je vous ai mise en lien permet d'interroger le catalogue qui a été reformaté dans une base de données, bref, data.bnf, et donc vous obtenez des informations sur tous les livres qui sont stockés par le dépôt légal, c'est-à-dire l'obligation de signaler à la Bibliothèque nationale de France tous les livres publiés en France. Donc vous avez un catalogue qui est assez gigantesque. Et puis vous avez aussi une API de géolocalisation d'adresse IP qu'on utilisera peut-être l'an prochain, en tout cas que les deuxième années on avait utilisé dans un TP en décembre. GeoName, c'est une API qui vous permet de récupérer les coordonnées de noms de lieux dans le monde entier. Donc vous envoyez le nom du lieu et vous récupérez en retour la latitude et la longitude. Alors attention, quand vous utilisez des API, il faut toujours s'interroger sur la pérennité de votre API, parce que si elle ne fonctionne plus, eh bien votre site ne fonctionne plus. Ou si elle passe en payant et que les tarifs explosent, je vous ai mis un lien qui montre que l'API de Google Maps, ces tarifs ont été multipliés des fois par plus de 100 en fonction des utilisations que vous en faisiez. Eh bien, dans ce cas-là, votre site ne fonctionne plus. Et typiquement, Google Maps, maintenant, quand vous voulez utiliser l'API, il faut rentrer votre numéro de carte bleue, même pour utiliser la version gratuite en dessous d'un certain nombre d'utilisations par jour. Et donc, ça peut être assez contraignant. La plupart du temps, ces API, quand même, justement, essayent de contrôler les accès qui sont faits à l'API, puisque vous voyez, à chaque fois, vous faites une requête vers le site de l'API, et donc, certaines sont fournies gratuitement, mais sous réserve d'une certaine limite d'utilisation quotidienne, mensuelle ou hebdomadaire. Et pour gérer ça, ce que font ces sites-là, c'est qu'ils vous donnent une clé qui sera personnelle, qui sera la clé d'API, donc un petit code secret, disons, à indiquer dans l'adresse à chaque fois que vous interrogez l'API. Alors attention, du coup, si c'est dans l'adresse, ça veut dire que quelqu'un qui visite votre site pourrait voler votre clé d'API. Donc souvent, il y a une précaution supplémentaire qui est que ces sites-là vous proposent de n'autoriser la clé d'API à intervenir que depuis une certaine adresse IP, par exemple l'adresse IP de votre serveur, afin que
personne ne puisse utiliser sur son site, sur un autre serveur, à une autre adresse IP, votre clé d'API. Et donc, vous voyez, je vous ai mis un exemple là pour omdbapi.com. En fait, vous mettez dans l'URL, donc vous transmettez en get la valeur de l'API. Évidemment, vous ne mettez pas les crochets, vous n'écrivez pas YourKey. Vous remplacez les crochets et YourKey par la valeur qui vous est donnée dans l'interface du site une fois que vous êtes inscrit ou inscrite. Cette inscription est gratuite et donc, une fois que vous aurez mis ce paramètre-là, derrière, après, dans la fin de l'URL, en mettant et puis les différents paramètres qui vous sont décrits dans la documentation, vous pouvez récupérer diverses informations sur les films. Par exemple, en mettant le code IMDB d'un film, après le et, vous récupérerez son titre, son réalisateur ou sa réalisatrice, etc. Alors, comment on va utiliser ça concrètement en JavaScript ensemble cette année ou l'an prochain? L'idée, c'est que du coup, vous avez une API que je vous ai indiquée en bleu ici, qui est en fait sur un serveur, donc typiquement qui est écrite en PHP. Alors pas que, hein, il peut y avoir d'autres langages, ça peut être en JavaScript orienté serveur, ça s'appelle Node.js, mais voilà, ce qu'on verra ensemble, c'est en PHP, et enfin en tout cas celle que vous ferez par vous-même, et puis il y a une technologie SQL, il y a aussi une base de données en général sur le serveur, ça va être tout l'intérêt que cette API permette d'accéder aux données. Vous voyez, en JavaScript tout simple, pour l'instant, on n'a pas vu qu'on pouvait faire des requêtes en SQL depuis un site écrit en JavaScript avec seulement du JavaScript. En fait, on sera obligé, comme la base de données est hébergée sur un serveur, de passer par un code orienté serveur, un code donc en PHP qui sera hébergé sur le même serveur que la base de données. Et donc nous, en jQuery ou en JavaScript, on va être côté client, depuis une page web, depuis une application web ou une application mobile, c'est pour ça que je vous ai montré un téléphone ici à gauche, et donc c'est depuis cette page web qu'on va essayer d'interroger l'API. Alors comment on fait pour l'interroger? Vous avez vu, je vous ai montré dans la diapo précédente qu'en fait, pour OMDB, c'était une URL qu'il fallait visiter pour récupérer les informations. Là, je vous donne un exemple. Le premier exemple que je vous donne, c'est une API qui écrirait des informations sur le serveur. Alors, vous pouvez peut-être vous dire, non, pourquoi on parle de ça? Au MDB, on n'écrit pas des informations, on récupère des informations sur les films. Là, le premier exemple que je veux vous faire, il est lié à votre projet tutoré de première année, et à ce qu'on a vu juste avant dans les formulaires. Vous voyez, on a vu qu'on pouvait, depuis un formulaire, quand on clique sur envoyer, ça nous envoie sur une autre page en PHP qui envoie les données dans la base de données. Voilà. Et pour ça, on est passé à une autre page, où on a rechargé la page. Eh bien, en fait, il est possible d'envoyer des données sans avoir besoin de recharger la page, en visitant une adresse, donc comme je vous l'ai mise ici, qui, côté serveur, permettra de rentrer les infos dans la base de données. Genre, alors, je vous donne un exemple en dessous. Là. Si j'écris côté client, dans mon code JavaScript, $.get, alors vous voyez, $, ça montre que c'est du code jQuery. .get, c'est qu'en fait, on va récupérer la page qui est fournie en paramètre de ce .get. Et donc en paramètre, vous voyez que j'ai mis une adresse, l'adresse de l'API, finalement, côté serveur, et que je lui ai mis un paramètre, message égale hello, Et bien, du coup, si mon API.php est configuré pour dire, dès que je reçois un appel de cette page-là, je prends ce qu'il y a dans le message et je l'enregistre dans ma base de données, et bien finalement, vous avez un moyen de rentrer des informations dans la base de données sans avoir besoin de recharger la page. Il vous suffit en JavaScript, par exemple au clic sur un bouton, ou par exemple quand on remplit un champ, d'appeler ce $.get, de l'exécuter, et puis donc de fournir comme ça, vous voyez, sans que ce soit visible sur la page, vous fournissez les informations, hello, au serveur, qui sera joint par l'intermédiaire de cette API, API.php. Et vous voyez comment ça va marcher du côté du code PHP de API.php. Je vous ai mis en dessous en commentaire en bleu. Dans ce code, il y aura écrit qu'on récupère ce qu'il y a dans $_get_hello. On récupère la valeur. Pardon, non, je vais changer ça. C'est pas hello, c'est $_get message. Parce que ce qu'on veut récupérer, c'est la valeur qu'il y a dans le message. Et c'est la valeur qui vaut hello. Désolé de cette erreur qui n'est pas sur la page suivante. Tout va bien. Mais donc voilà, ça peut, comme ça, permettre d'écrire des choses dans la base de données sans recharger la page. Et donc, quand je vous disais tout à l'heure, Google Docs, par exemple, l'utilise à fond, c'est le cas. À chaque fois que vous tapez quelque chose dans un document Google Docs, c'est enregistré automatiquement sans que vous ayez besoin de recharger la page. Et voilà, vous avez la technique de base pour voir comment faire cela en
en utilisant jQuery, côté client, et en utilisant côté serveur, un script qui récupère ce qu'il y a dans la valeur, la variable passée en get qui s'appelle message, et qui va enregistrer ça dans la base de données. Alors maintenant, voyons comment on fait si on veut lire des choses dans la base de données. On va aussi visiter une page, aussi avec $get. Alors cette fois-ci, par exemple, la page monsite.com, api.php.variation id égale 5, pour récupérer ce qu'il y a sur le cinquième élément, où là, en fait, dans l'exemple que je vous ai donné, vous voyez, la réponse qui est renvoyée, c'est un fichier JSON qui contient plein de choses, en fait, à la fois sur l'élément 1, sur l'élément 3, sur l'élément 5. Et du coup, la syntaxe, la manière de l'écrire ressemble à ce qu'on a vu tout à l'heure pour envoyer les données. On commence par appeler $.get, entre parenthèses, l'adresse qu'on visite pour justement visiter la page. Sauf que là, on ne veut pas juste envoyer des données, on veut récupérer des données. On veut que, certes, on envoie le id égale 5 pour que ça récupère peut-être des choses en rapport avec l'id 5, mais surtout, on veut attendre une fois que le résultat est renvoyé. Donc ma deuxième flèche que j'ai montrée ici en bas, qui me montre que la réponse arrive du serveur, voudrait pouvoir traiter cette chaîne de caractères réponse. Et bien en fait, c'est ce qu'on va faire avec la fonction .done, entre parenthèses de cette méthode .done qui s'applique sur le résultat de la méthode .get. On va écrire la fonction qui va traiter les données récupérées. Alors, cette fonction, je ne vais pas donner de nom, vous savez, elle s'appelle juste function. Et entre parenthèses, donc en entrée de la fonction, j'ai indiqué data. En fait, c'est dans ce data que vont se trouver les données récupérées du serveur, de l'API, de la base de données. Donc, vous voyez, dans data, en fait, vous avez justement le code qui est au-dessus, là, le réponse entre accolades, puis entre crochets, ce que vous avez à l'intérieur. Et du coup, si vous voulez récupérer juste le AAB qui est en dessous, là, qui est associé à l'ID 5, eh bien, il faudra écrire console.log pour afficher dans la console, et puis ensuite data, parce que c'est là que sont les infos, point réponse, parce qu'on a vu que c'était dans la méthode réponse, crochet 2, ça me permet de récupérer le troisième paramètre du tableau, la troisième case du tableau, qui est entourée par des crochets. Et là-dedans, ce que je veux récupérer, c'est le titre, c'est AAB. Et donc voilà, tout ça va marcher si auparavant vous avez pris soin de charger la bibliothèque jQuery. Alors ça c'est un exemple théorique, on va voir des choses un peu plus pratiques. Alors déjà, en fait, tout ça c'est ce qu'on appelle la technologie Ajax. Ajax c'est une abréviation de Asynchronous JavaScript and XML. Je pense que pour bien me prononcer, il vaudrait mieux demander à Monsieur Reich, mais lui il dirait plutôt asynchronous peut-être. Enfin ouais, c'est pas un A ouvert. Hein. Cette méthode, cette technologie consiste à, sans avoir besoin de recharger la page, modifier la page en allant chercher les informations qui proviennent d'une API et donc d'une autre adresse, soit d'un autre serveur, soit du même serveur, mais d'une autre page web finalement. Et vous voyez ce asynchrone, asynchronous en anglais, dit que en fait on ne va pas attendre la réponse de l'API pour faire la suite du code JavaScript. Justement, enfin, oui, ça va pas être synchronisé. On n'aura pas besoin d'attendre avant de passer à l'étape suivante. On va faire les étapes suivantes. Et par contre, on va dire qu'on attend juste pour traiter évidemment les données qu'on reçoit. D'où le .done de mon code précédent. Vous voyez, le .done permet de dire, oh bah, tu verras, dès que tu reçois les données, tu fais ce qu'il y a entre parenthèses du .done, tu appelles cette fonction. Mais tant que tu n'as pas reçu ça, tu peux continuer les lignes suivantes. Et donc, vous voyez, ce qu'il y a après l'accolade parenthèse de la fin, c'est des lignes qui vont s'exécuter juste après avoir envoyé la demande à l'API, la requête à l'API. Du coup, vous avez que comprendre peut-être déjà que c'était une technologie très utilisée, à la fois pour gérer des flux de données en temps réel, par exemple des données météo, ça peut être pratique de les récupérer en temps réel, dans des outils collaboratifs où justement plusieurs personnes vont modifier en même temps. Et tout ça va permettre aussi d'optimiser le temps de chargement de la page, parce que quand on va charger la page, on ne va pas rentrer les données dedans. Oui, c'est comme le fil Twitter ou Facebook. Faut afficher, faut scroller, puis afficher plus de posts pour voir les posts supplémentaires. Par défaut, il va vous afficher que les 10 derniers messages, par exemple. Et donc, ça optimise aussi la bande passante. Vous n'avez pas besoin de charger toute la base de données, juste les petits bouts qui vous intéressent, les 10 derniers messages, par exemple. Et donc, je vous ai mis le petit logo en dessous de Ajax. En fait, jQuery, donc vous avez déjà vu que vous pouvez utiliser $.get. Je vous mets ça de manière détaillée, vous expliquant par une petite phrase comment ça marche. Ah, là encore, la petite phrase. Il y a deux verbes. Alors, est-ce que je choisis charger ou visiter? Désolé de ce
cette petite erreur, on va choisir visiter. Et donc, en effet, ça permet de récupérer des données depuis une autre page web et en fait d'avoir dans Data vraiment toutes les données qui sont récupérées, si la page web est au format JSON. En fait, vous avez même plus simple, pour charger des données d'une autre page web, vous pouvez utiliser .load. Et par exemple, ça peut être pratique pour avoir un menu que vous utilisez sur plusieurs pages de votre site. Eh bien, vous dites que dans votre div qui aura pour classe menu de la page où vous êtes là, vous allez charger le contenu d'une page menu.html. Et en fait, même, vous pouvez charger juste une partie de cette page-là. Par exemple, si dans cette page menu.html, vous avez juste une div de la classe menu 2, si vous voulez charger juste le contenu de cette div-là, vous allez écrire dans votre page $ entre parenthèses entre guillemets point menu 2, dans votre div de la classe menu 2 de cette page-là, vous stockez le contenu de la div de la classe menu 2 de l'autre page menu.html. Donc voilà, vous combinez à la fois le fait de récupérer une page web et de faire un sélecteur sur cette autre page web, ce que j'ai mis en rouge. Oui, je vous ai mis un lien vers la méthode Ajax qui permet de gérer d'autres choses plus compliquées. Par exemple, si vous voulez transmettre des données en post et pas en get directement dans l'URL, eh bien vous pouvez utiliser la méthode Ajax pour cela. Alors je voulais finir par un petit exemple, un exemple d'une API en PHP de A à Z, donc c'est-à-dire où je vais vous donner à la fois le code PHP et puis la manière dont on l'utilise, et une API qui est assez courte et qui est plutôt pas mal. Par exemple, elle permet de récupérer les affiches de films sur Allociné à partir juste du numéro du film dans la base de données Allociné. En fait, elle renvoie l'URL de l'affiche. Alors, vous pouvez la tester à cette adresse. Je vais l'essayer. Si je clique dessus, il est en train de me charger l'adresse. Et en effet, il m'affiche ici du code JSON. Vous voyez, les accolades, c'est un objet JavaScript, ce machin-là. Et si je colle l'adresse... Alors attention, on avait bien dit que dans le format JSON, quand on a des caractères spéciaux, on met des anti-slash avant. C'est pour ça qu'ici j'ai plein d'anti-slash que je vais devoir enlever les uns après les autres. J'enlève. Et voilà, je suis bien sur une affiche de film Local Hero qui correspond bien au numéro. Si je vais voir Local Hero sur Allociné, je peux vérifier que c'est bien le numéro 225. Comment je vois ça? Si je suis dessus, dans l'URL, j'ai écrit 225.html. Et donc, si on veut récupérer genre le film Matrix, voilà, le premier de 99 par les sœurs Wachowski, je copie le numéro, et si je le mets ici, eh bien, j'ai bien accès à la fiche du film, l'adresse de la fiche du film. Alors, déjà, voilà, si vous voulez, vous pouvez aller voir comment c'est fait en PHP. Je vais vous le commenter rapidement. Alors, ça va commencer par dire qu'il faut mettre des headers, c'est-à-dire des entêtes HTTP qui disent que n'importe quel site web peut accéder aux résultats de l'API, peut appeler l'API, et puis que les résultats seront en JSON. C'est ce que j'ai mis là. Et puis ensuite, on va récupérer l'identifiant qui est fourni dans l'URL. Vous voyez, ce petit ID égale 19776, il faut récupérer le 19776. Donc par défaut, on met l'identifiant 0. Et puis si l'ID est bien défini en get, qu'on teste avec isSet. If isSet $_get_id, si l'ID est bien défini en get, eh bien dans ID, je mets la valeur convertie en nombre de $getID. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais aller visiter la page qui a cette adresse-là. Alors, vous voyez, l'adresse, elle est constituée par l'adresse de tous les films sur Allociné, et puis j'ai concaténé, justement, j'ai inséré ici, grâce à une concaténation, le numéro du film. J'utilise FileGetContents. FileGetContents, c'est une fonction PHP qui me permet de récupérer le code d'une autre page dans une chaîne de caractères. Donc dans ma chaîne de caractères page, j'ai vraiment tout le code HTML de cette page-là, donc la page du film. Et alors là, j'ai trouvé un moyen de récupérer l'URL de la fiche du film. Je récupère grâce à cette fonction PHP strpost qui va me renvoyer la position dans ma chaîne qui correspond au code source de la page de cette sous-chaîne qu'on a ici.
qui en fait correspond à l'adresse de la fiche du film. Donc ça marche à l'heure actuelle. Dès que Allociné va changer son code HTML en disant bah, je l'appelle plus classe thumbnail IMG, la classe de mes affiches de film, je change la classe, ça ne marchera plus mon API. Mais voilà, c'est un petit peu artisanal, mais pour l'instant ça marche. Je détecte aussi le guillemet double à partir de la position du début plus 28 caractères, parce que là j'ai 28 caractères. Donc en gros, je vais chercher le premier guillemet double après le slash que j'ai ici, dans le code de la page. C'est ça que dit cette ligne-là. Je stocke ça dans pos2. Et maintenant, bah, je vais récupérer juste ce qu'il y a entre pos et pos2, c'est-à-dire, enfin non, il y a un petit calcul à faire, entre pos plus 27, parce qu'en fait je vais commencer un peu avant, voilà, je vais commencer là, et puis bah, je vais prendre tant de caractères en plus, et du coup voilà, ça me récupère la sous-chaîne qui m'intéresse, qui correspond à l'URL de la fiche. Et donc pour cela, pour fournir le résultat, je fais un tableau associatif en PHP qui m'associe à l'ID que j'ai récupéré, en get, et puis à l'URL de la fiche que je viens de récupérer. Et j'encode en JSON tout cela. Du coup, le JSON encode du résultat, et je fais un echo pour l'afficher dans la page. Et donc, ça me donne ça. Voilà pour comment c'est fait. Maintenant, comment je l'utilise en JavaScript? Eh bien, moi, ce que je vous conseille, c'est de pas... Oui, si vous voulez l'utiliser sur plusieurs images, eh bien, il ne faut pas appeler avec une boucle votre API à la volée. Il vaut mieux faire un minuteur qui va dire je vais l'appeler toutes les 5 secondes. Et donc là, je vous montre comment faire ça en JavaScript. Vous utilisez une fonction qui s'appelle setInterval en JavaScript qui permet de temporiser, de faire toutes les 5 secondes. Et dans mon exemple, là, j'ai mis 5000 en deuxième paramètre. Ça, c'est le nombre de millisecondes au-delà duquel on va appeler régulièrement la fonction qui se trouve avant. Et donc, ça va nous permettre de lancer une fonction toutes les 5 secondes. La fonction, nom de la fonction qui est indiqué en premier paramètre. Et puis si j'ai envie de m'arrêter, je vais utiliser clearInterval et entre parenthèses mettre la variable dans laquelle j'ai stocké le minuteur, c'est-à-dire le résultat en sortie de cet intervalle. Je vais vous donner un exemple qui permet justement de faire cette petite liste d'affiches de films de biopic d'autrices au cinéma, donc de femmes de lettres. Pour cela, j'ai récupéré, parce que oui, il faut quand même qu'on récupère les identifiants Allociné de ces différents films. Donc déjà, j'ai récupéré les films qui portent sur des femmes de lettres grâce à un site qui s'appelle Wikidata, qui est la base de données de Wikipédia. En suivant le lien, vous verrez comment c'est fait plus en détail. Ce site permet aussi de récupérer les numéros Allociné, justement. Et pour chaque numéro Allociné, je vais récupérer les URL des affiches. Alors, un petit exemple de code JavaScript qui fait ça. Disons que j'ai récupéré en dur ma liste de numéros de films, là j'en ai mis 3 par exemple, depuis Wikidata. Je les ai mis dans un tableau. Au début, j'ai récupéré aucune affiche. La première affiche que je vais récupérer, ça sera la numéro 0 dans mon tableau, la première, ici. Et puis, je crée un minuteur que pour l'instant, je n'initialise pas. Je vais l'initialiser seulement une fois que je vais l'appeler, que je vais lancer le minuteur. Pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer ma fonction qui récupère l'affiche. Ma fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle la fonction JavaScript $.get, en jQuery même pour être précis, ça c'est un truc de jQuery avec le $. Entre parenthèses, je lui fournis l'adresse à visiter. Là, j'aurais dû corriger, je l'ai bougé ce matin. L'API, maintenant, elle se situe dans le dossier Allociné. Donc, je vous corrige ça pour que ce soit cohérent avec la diapo précédente. Je corrige aussi le lien. Vous voyez que ensuite, je concatène, donc je mets point d'interrogation, id égale, et puis je ferme ma chaîne, puis je concatène justement le numéro du film, c'est-à-dire list film, mon tableau, crochet, le numéro de la fiche récupérée. Au début, ça vaudra 0. Donc le premier numéro d'affiche de film, après ça vaudra 1, après ça vaudra 2. Comment justement je passe à la fiche suivante? Eh bien, je fais affiche récupérée plus plus. Mais je ne vous ai pas dit ce que je ferai quand je récupérerai les infos sur l'URL de la fiche. Juste, je vais afficher dans la console l'URL de la fiche. Donc voilà, console.log, je vais afficher data.url affiche. Et puis, si jamais mon numéro d'affiche récupérée est supérieur à la longueur de mon tableau, le nombre de cases du tableau, je vais m'arrêter là. Donc je vais supprimer le minuteur, clear interval minuteur.
Et donc, bah, pour lancer le minuteur, ah tiens, je ne l'ai pas prévu correctement. Bah, il faudrait que j'écrive que dans ma variable minuteur, je stocke le résultat de cet intervalle qui va toutes les 5000 millisecondes, toutes les 5 secondes, lancer la fonction récupère affiche. Eh bien, regardez, je vais tester ce code-là. Alors, il faut que je le teste sur une page qui appelle déjà jQuery. Alors, c'est le cas de ma page dédiée à ce cours-là. Voilà, dans cette page-là, la bibliothèque jQuery est chargée. Du coup, si j'affiche la console, je vais pouvoir taper du code, y compris qui fait appel à jQuery. J'exécute le code, et donc, bah, au bout de 5 secondes, vous allez voir qu'il me récupère la fiche du premier film. Je l'ai ouverte dans un nouvel onglet, voilà. Et puis bah, ensuite, toutes les 5 secondes, il me récupère la fiche du film suivant. Et donc c'est comme ça que je peux récupérer mes affiches de films de manière automatique, ou que je peux même, si j'intègre ce code-là dans une page HTML, eh bien, afficher toutes les affiches les unes à côté des autres, et donc faire la petite visualisation ici que j'ai construite avec une page HTML. Voilà, désormais vous pourrez tenter d'utiliser ça. On fera des TP pour pratiquer au mois, je pense, de mai ou juin. Enfin, on va voir. Et donc, bah, vous pourrez vous aussi utiliser des données qui viennent d'autres sites web. Voilà, on va s'arrêter là pour le cours d'aujourd'hui. Au revoir.